Chers amis, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Papier Bavard où nous recevons ce soir Adib Benhazi. Bonsoir Adib Benhazi, comment ça va? Bonsoir Youssef, très bien merci. Merci d'être venu et vous déplacer. Alors comment vous êtes venu de votre Grande-Bretagne, de votre Royaume-Uni où vous habitez actuellement? Vous êtes venu par avion? Par avion, oui. Ça se fait encore ça? Ça se fait encore, c'est devenu compliqué. C'est compliqué, très compliqué. On m'a dit que vous étiez passé par Tirana, la capitale de l'Albanie, pour arriver jusqu'à Alger. Ouais, Tirana, Athènes. Tirana, Athènes, Rome, Tamanrasset, Alger. Warlan entre les deux. Ouais, vous avez fait escale là-haut. Absolument. Ok, une escale. Bon, vous avez pu faire des achats au shopping. Oui, c'est toujours un plaisir là-bas. Bon, écoutez. Allez, trêve de plaisanterie. Nous allons parler de votre roman. Marée basse, votre premier roman. Mon premier roman, absolument. D'accord. Ouais, je sais pas pourquoi vous vous êtes engagé dans l'écriture. C'est terrible, ça ne gagne pas de pain. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Si vous avez des velléités de vous enrichir en écrivant, laissez tomber. C'est paru aux éditions Delliman, tout fraîchement. Ouais. Donc, précipitez-vous, chères lectrices et lecteurs, dans vos librairies préférées à travers le territoire national. Et puis, allez-y. À marée basse, on va commencer à en parler. Étrange roman que le vôtre, parce que on ne sait plus par. Vous nous emmenez à travers, je sais plus combien de pays, une dizaine ou une douzaine de pays, de villes à travers le monde, sur tous les continents, à travers un personnage effectivement principal, Walid. Mais là où quelquefois on commence à s'égarer, c'est que vous avez des personnages secondaires très hauts en couleur, donc on veut pas les abandonner. Oui, absolument. Et puis, alors l'histoire, je ne vais pas la raconter parce qu'elle est très énigmatique, très complexe, et c'est à la fin du roman qu'on commence un petit peu à entrevoir le début de cette histoire où ça commence à Tamanrasset. En 2014, très exactement le 12 septembre 2014, vous datez bien ça, où un certain Walid et il se demande si c'est l'objet d'une vision ou s'il a bien vu cela, un sacrifice humain. Oui, alors Walid est témoin en pleine nuit, après un vent de poussière et en plein désert. Alors on peut se demander qu'est-ce qu'il fait là. D'abord, ça on le saura après. On saura après qu'est-ce qu'il fait là. Drôle de vie d'ailleurs. Oui, une très drôle de vie. Il est témoin d'un meurtre en fait, un prémédité, d'une petite fille. D'une petite fille qui et ça au pied d'un monolithe qui semble être l'objet d'une adoration païenne. On sait pas. On sait pas trop. On sait pas trop au départ. On sait pas trop. Ce site est un peu étrange, qui sort de nulle part. Il y a une dune toute seule au milieu de cette espèce de néant rocailleux. Et là, en pleine nuit, vers 3 heures du matin, il assiste à une scène absolument surréaliste. Une petite fille se fait égorger par quelqu'un. Ils sont plusieurs d'ailleurs sur le site. Oui, ils sont plusieurs. Voilà, Et il voit ça de loin. Il comprend à moitié que ça a l'air d'être un rite. Au début, il ne comprend pas très bien. Ça a l'air d'être. C'est vrai que de loin, comme ça peut ressembler à un rituel, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Alors cette petite fille, il le saura après, elle s'appelle Yasmine. On le saura après dans le roman. Mais il faut dire que c'est lui qui va être quand même pratiquement le narrateur de l'histoire. Oui. Alors c'est écrit à la première personne. Ce que j'aime bien écrire à la première personne. Je suis beaucoup plus à l'aise à la première personne. Ouais. J'aime bien être dans le personnage en fait. Même si dans Kalwali, il y a eu des moments un peu difficiles parce qu'il a un passif un peu compliqué. Ben oui, c'est ça. Ouais. Comment vous avez senti j'ai des cauchemars. Non, vous croyez pas si bien dire parce que j'ai eu des moments un peu difficiles, des nuits un peu, je veux dire pas très agitées, mais quand même un peu perturbées parfois parce que j'avais vraiment envie de voir le monde à travers ses yeux. Et j'avais besoin d'un personnage un peu torturé comme ça pour justifier le fait que il s'embarque dans une histoire assez dingue et ah oui, ça c'est vraiment étonnant. Voilà, et il est témoin de ce meurtre, mais le problème c'est que il va s'enfuir en courant quand il va voir ça et il va alerter quand même. Il va alerter. Oui, absolument.
les services de police, ils vont dire voilà, j'ai assisté à un truc absolument abominable, etc. Tout ça. Mais l'enquête piétine. Alors piétine parce que il n'y a pas de corps. Bah non. Il n'y a pas de corps, il n'y a aucune trace. Parce que ça s'est passé durant une nuit où il y avait un vent de poussière assez violent, et donc le corps a disparu. Il n'y a aucune trace, même la trace de pneus des voitures qui auraient pu amener la petite fille et les criminels, tout a disparu. Donc pas de corps, pas de traces. La police locale va. Oui, elle se dit peut-être que le gars c'est un illuminé. Absolument, comme il a un passif un peu compliqué, donc ils vont rapidement clôturer l'enquête. Alors en 2 mots, qu'est-ce qui fait chier là, en plein désert, Tamanrasset, dans ce lieu plus ou moins maudit, notre Walid, qu'est-ce qu'il l'a amené là? Qu'est-ce qu'il a amené là? C'est que Walid travaille pour une compagnie pétrolière, qui fait des forages dans la région, et il est pleine nuit, il fait très chaud, il a du mal à dormir, il a des nuits assez agitées, ce garçon, et donc il sort un peu du site de la base vie sur laquelle il reste, mais il n'a pas vraiment le droit de le faire. Et puis il va se balader, mais il sait où aller en fait, vers ce site qui est très particulier. Il y a juste une dune. Et au milieu Tamanrasset, c'est un désert de pierre, et il y a une dune solitaire qui est là, et puis une espèce de pierre noire qui sort de là. Alors ce site, bon ça, je l'ai inventé, ce site-là, n'existe pas. Mais voilà, faut pas que ceux qui nous écoutent aillent chercher là-bas dans les ou alors par GPS essayer de déterminer. Ça va être compliqué. Mais il va se balader à côté de ce site qu'il apprécie en pleine nuit. Il a envie de se dégourdir la jambe. Il dit peut-être que ça va m'aider à m'endormir en fait. Et il est témoin de cet acte absolument horrible. Ouais. Alors, avant d'aller voir les tribulations, comme disait Jules Verne, les tribulations d'un Chinois en Chine, et justement Jules Verne, parce que franchement, c'est du Jules Verne, c'est le tour du monde en 80 jours. Votre roman. Non mais c'est vrai. Oui. Alors, avant qu'il n'entame ces tribulations, notre cher Walid, il a un passé, un lourd passé, très difficile. Alors, qu'est-ce qui l'a amené à Tamanrasset? D'accord, on imagine qu'il est ingénieur ou technicien, spécialiste dans les forages pétroliers, etc. Mais auparavant, il avait une vie assez scabreuse. Oui, Walid était avocat d'affaires à New York. Ça se passait très bien pour lui. Un golden boy. Ouais. Il était sorti de Yale en droit. Ce qui se fait pas rien. Voilà, ce qui se fait de mieux aux États-Unis en droit. Et il avait accès à tout. Il avait une vie je dirais sur le papier rêvé, on va dire. Oui, il avait une vie de patachon aussi un peu. Bon, bien sûr. Je claque l'argent. C'était un petit peu comme Leonardo DiCaprio dans le loup de Wall Street. Alors, un peu ce genre. Un peu ce genre là, pas autant, mais quand même il y a de ça. Il fréquentait une sorte de classe dirigeante là-bas. Il était son passif à Yale, il travaille pour un cabinet d'avocats très très réputé à New York dans le domaine. Voilà, sur le papier, il était obsédé par la réussite. Obsédé, oui, absolument. Obsédé par la réussite et lui-même surtout en fait. Ouais. C'est son image, sa personne. Ouais. Alors, drôle de rapport avec son père. Il a un rapport assez problématique avec son père, parce que il est dédaigneux son père. Oui et non, mais en même temps il sait pourquoi son père a fait des sacrifices, c'est-à-dire que Walid vient donc il est originaire d'Alger. C'est un Algérien. Oui, il est algérien bien sûr. Oui. Mais je veux dire, il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc son père était fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, mais fonctionnaire, il était juste guichetier. Vraiment. C'était pas. Voilà. Et sa mère était institutrice, mais sa mère voulait vraiment que il fasse des études à l'étranger, des études supérieures à l'étranger, parce que pour elle, dès qu'il était depuis son plus jeune âge, il est fils unique. C'est ça, oui. C'est l'enfant gâté. C'est un enfant gâté. Le petit prince. Le petit prince, absolument. Et sa mère a décidé, il faut que Walid, ses études supérieures, il faut qu'il les fasse à l'étranger, c'est-à-dire en Europe ou aux États-Unis. Pour elle, il y avait la réussite passée par là. Bon, et donc le père s'est plié à ça, et il a tout fait pour obtenir un poste à l'étranger. Et donc depuis le plus jeune âge de Walid, il a essayé de gravir les échelons. Il a subi pas mal d'humiliations, pas mal de revers pour arriver à ce niveau-là, et il a obtenu à l'âge de 16 ans, donc le père de Walid, quand Walid avait 16 ans, a obtenu un poste subalterne à l'ambassade de Washington. Mais ça permettait que son fils puisse suivre des études absolument aux États-Unis d'Amérique. Alors,
Et puis bon, sa vie universitaire elle aussi empreinte d'incidents, je dirais. Ouais. Il tombe amoureux d'une étudiante. Alors amoureux, non, je dirais pas ça. Je dirais parce que Walid ne tombe pas amoureux. On va employer un terme moderne. Il sort avec elle, quoi. Oui, avec elle et son d'autres. flirt. Oui, enfin avec elle et même beaucoup d'autres. Walid ne tombait pas amoureux. Oui, c'est vrai, il n'aimait pas. En dehors de sa personne, il n'aimait pas. Il y a une certaine peur d'aimer. On explique pourquoi dans le roman, mais il n'aime personne. Mais alors c'est ça qui est bizarre. Ouais. Adib Benrazi, c'est que si quelqu'un qui va être ballotté dans des aventures inimaginables, alors que vous l'écrivez au départ comme quelqu'un qui est allons-y, il est quand même très égoïste, absolument. Très moi. Ah oui. Donc voilà, tomber amoureux ou vivre avec une femme, etc. Pas question, je veux vivre, etc. Et puis moi ce que je veux, c'est bien vivre, donc obsédé encore une fois par la réussite, etc. Et tout ça. Pas du tout l'aventurier que le destin va frapper à sa porte par 3 fois pour l'amener jusqu'au bout du monde. Ouais, non seulement il aime bien vivre, mais surtout c'est pas le genre de personne à aider. Il n'aide personne. Non, il n'aide personne il n'aide que lui-même. Mais il peut pas le concept d'aider ou de résoudre quelque chose pour d'autres. Oh bah c'est pas humaniste. Du tout. Il est très loin de ça. Il est très loin de ça. Non, il a même une forme de mépris en fait pour les autres. Ouais. Bah dis donc, moi quand je vous connais peu, Benrazi, mais quand j'ai appris à vous connaître quelque peu, ça a dû être dur pour vous qui êtes fan d'humanisme, de tolérance et de gentillesse, d'entrer dans la peau d'un personnage aussi sordide au départ. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est la magie de la littérature, c'est de pouvoir voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Adib Benrazi, parce que j'ai eu la chance d'être acteur dans 2 ou 3 ou 4 films, et j'ai toujours demandé aux réalisateurs, c'est la prochaine fois que vous me proposez un rôle, s'il vous plaît, proposez-moi le rôle d'un méchant, d'un délateur, d'un casseur de grève, d'un tortionnaire, parce que c'est plus intéressant. Jouer les gentils. Non mais absolument, c'est beaucoup plus intéressant. Mais surtout, j'avais besoin d'un personnage un peu presque hideux pour le transformer. Et j'avais besoin qu'il ait à travers cette histoire qu'il se transforme en fait. C'est ce que je recherchais. Oui. Alors, et puis d'un coup, un soir, c'est le coup près. Un soir, c'est le coup près parce qu'il y a Walid est à l'aube de ses études à Yale. Il a quasiment terminé. Walid est avec fréquente la classe dirigeante, enfin des enfants issus de la classe dirigeante plutôt. Donc la belle vie, ils ont accès à tout. Il méprise les autres. Vraiment, il est il croit qu'il est arrivé. Et puis il y a cette jeune fille de Turquie, Zeynep, qui arrive de Turquie, qui est en première année à Yale en droit et qui s'amourache, enfin qui est amoureuse de lui. Et ça va plus loin. Ça va plus loin. Et puis elle tombe enceinte. Voilà, elle tombe enceinte. Un soir, elle va lui dire, je suis enceinte. Lui, il s'en fout. Il la croit pas. Et le drame, c'est que ce soir-là, Zeynep va descendre plusieurs canettes d'alcool, enfin de bière assez alcoolisée. Va emprunter la voiture de sa colocataire. Accident mortel. Walid est témoin de ça en pleine nuit. Et là, c'est le dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que il y a encore un peu d'humanité en moi et je l'aide, j'appelle le secours, parce qu'il y a personne, c'est 2h du matin en pleine rue, ou alors il y a une autre voix en lui. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'ai rien vu, j'ai rien entendu dans le sens où elle est enceinte de moi, et ça risque de tout mettre en l'air. Je veux dire, j'ai pas fait tout ça pour maintenant devenir papa d'un truc. Enfin, c'est la catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de ne rien faire et il se dit voilà, peut-être que des gens vont l'aider. Tant mieux. S'il l'aide pas, c'est pas ma faute. Alors, ce qui va lui arriver par la suite, dans les pratiquement 300 pages de votre roman, l'impression que c'est pratiquement une punition divine qui va lui tomber dessus. Presque. Oui, en tout cas, il va payer ce moment de lâcheté terrible. Oui, il va le payer et il va se racheter. Enfin, il va essayer de se racheter. C'est pas juste en aidant à résoudre les lignes de ce crime, c'est aussi se racheter en se transformant. En étant un peu plus humaniste.
Tout d'un coup, je déclic. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que franchement, c'est ça le but d'une vie? Alors c'est plus qu'un déclic, parce que il est à New York, tout se passe bien pour lui, il a aucun remords, rien. Et puis un jour, il y a une explosion, c'est presque son inconscient qui crie famine. Ça explose en lui, et là tout remonte, tout ce qu'il a fait. Et là, c'est un peu la descente. Mais c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers, parce qu'il prenait des médicaments, il croit en oui, crise de panique. Oui, drogue, en tout cas des drogues stupéfiants, préconisés par ses médecins. Oui. Mais c'est la descente aux enfers. Il doit arrêter de travailler. C'est la chute du Golden Boy. Ouais. Alors, Adib Menazi, la construction de votre roman. Ouais. Bon, là, on a été quelquefois dans les détails, on va pas aller dans tous les détails de votre roman d'abord, parce que ce serait tout à fait impossible en 1 heure d'émission, et ce ne serait pas intéressant, parce que il faut quand même que ceux qui nous écoutent se plongent dans marée basse. C'est qu'il y a des allers-retours au niveau de la chronologie. Vous avez voulu jouer sur cet espace et le temps en même temps. Oui, absolument. Et donc il y a beaucoup de déplacements dans l'espace et dans le temps. Alors c'est pas des flashbacks, je tiens à dire, c'est pas des flashbacks. Non. Ce sont le fond de l'histoire, ce sont des éléments historiques. Et j'ai voulu, si vous voulez, le cœur de l'histoire, si on veut, c'est la complexité des relations entre l'Algérie et la France, mais depuis 1830, et montrer à travers une histoire à quel point ces relations sont à la fois complexes mais aussi très profondes. Voilà. Mais je voulais prendre un peu de recul. Et ces éléments historiques se mélangent avec d'autres éléments que sont par exemple donc la guerre civile libanaise, par exemple l'assassinat d'Indira Gandhi, la première ministre indienne au début des années 80. Là on peut se dire quel est le lien entre ces événements qui a priori n'ont rien à voir, mais voilà, il y a un lien dans ce roman. En fait, vous avez joué dans votre roman sur ce qu'on appelle vulgairement l'effet papillon parfois. Absolument. Non mais c'est complètement ça. Ouais. Mais surtout ça permet en tout cas pour moi de prendre du recul, de mettre notre histoire notre histoire emmêlée avec celle de la France, de la mettre dans un contexte plus global, et ça permet peut-être de prendre un peu de recul pour regarder en face. Et vous savez, ce roman, si je vivais en Algérie ou en France, je ne pense pas que j'aurais pu l'écrire. Je ne pense pas que j'aurais eu assez de recul pour l'écrire. Vous pensez que vous auriez été trop dans le bain culturel, socio-culturel, linguistique même, etc. C'est pas que ça. Oui, absolument, mais c'est le bain Algérie-France où ça se renvoie la balle assez souvent, et sortir de ce débat, je vis dans un environnement complètement anglo-saxon et avec des gens qui ne sont pas mon entourage est très peu, n'a quasiment aucun lien avec cette histoire-là, sauf mes amis français ou algériens, mais le reste non. Donc ça m'a permis, si vous voulez, de prendre du recul par rapport à cette histoire qui est douloureuse pour nous tous encore aujourd'hui, c'est pas, on va pas se mentir, mais voilà, de sortir un peu de ça et de mettre cette histoire dans un contexte global pour qu'on puisse tous, j'espère en tout cas, prendre un peu de recul et voir ça avec un autre œil. Mais je trouve ça excessivement intéressant. Vous avez tout à fait raison, parce que moi je suis un affamé dès que je trouve que quelque part dans une bibliographie, des choses comme ça, ou dans mes recherches, j'aime beaucoup lire des essais, soit sur la littérature, sur des essais historiques, peu importe, sur l'Algérie, et qui sont écrits par exemple par des Coréens du Sud, des Péruviens. Ça existe, bien sûr. Oui. Bien sûr. Moi j'ai eu la chance de rencontrer un grand professeur d'histoire qui était mexicain, qui m'a appris des choses absolument inouïes sur les liens que pouvait avoir la région de Kabylie avec le Mexique. Moi je regardais avec étonnement. Il était venu d'ailleurs faire une conférence là-dessus lors d'un salon international du livre d'Alger. C'était fascinant parce que ça ne rentre pas du tout dans ce qui est le plus commun, je dirais, qui est à France, Algérie, France, etc. Et tout ça. Puis d'un coup on a un regard différent de quelqu'un qui vous dit je suis japonais, j'ai écrit une thèse sur Mohammed Dib.
je trouve ça fascinant parce que je me dis mais c'est bien parce que le gars il ne voit pas du tout de la même façon. Ouais. Hein, mais parce que Mohamed Ib écrivait en français, donc obligatoirement au niveau de la France, bon, des chercheurs, etc., tout ça, ou des critiques, ou nous, mais là il est complètement en dehors. Ben oui, puis nous-mêmes ça nous fait réfléchir à certains aspects. On dit, mais c'est ce que j'ai pu voir dans la totalité de votre roman. C'est pour ça que vous avez fait voyager votre personnage principal à travers des contrées. Bon, qu'est-ce que pouvait avoir? Bon, il y a des contrées, c'est un peu logique. Hein. Il va se retrouver à un moment donné en Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Quand il va se retrouver en Syrie, bien sûr. Emir Abdelkader, hein. Quand il va se retrouver en Nouvelle-Calédonie, les déportés de 1871. Bon, ça on peut le comprendre. Mais quelquefois dans des coins en Inde, etc. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, dans un camp de migrants. Qui est une sorte de camp de concentration, en Australie. C'est même pas d'ailleurs en Australie, c'est sur une île. Ouais, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Franchement, qui existe, hein. Bien sûr, c'est dramatiquement. C'est un gros scandale. Très intéressant. Et comment tout d'un coup, Algérie, et puis ça. Voilà. Algérie, et puis ça, et puis, si vous voulez, moi, je voulais construire un récit qui soit, attrayant, ça c'est sûr. Ah bah il l'est. Merci. Mais je voulais surtout prendre aussi le lecteur, sur un chemin complètement inattendu. On ne sait pas où ça va. Ah bah c'est labyrinthique, hein, c'est labyrinthique. Mais en même temps, on continue à lire. Enfin, je crois depuis les retours que j'ai de. Ah bah parce qu'on se dit mais bon, il va faire quoi? Il va prendre du montgolfière, il va prendre quoi? Mais si vous voulez, les navette spatiale, on ne sait plus. Romans d'aventure, romans policiers, mais avec des questions historiques profondes, des questions qui sont les nôtres qui sont profondes, et encourager, si vous voulez, les lecteurs à en savoir plus. J'ai récemment à une rencontre avec des lecteurs, il y avait une jeune lectrice qui avait 13 ans. Bon, ce qui m'a un peu heurté parce que 13 ans c'est un peu jeune pour lire ce roman. Donc j'étais pas très content au début, mais qui, si vous voulez, pour moi m'a fait le plus beau des compliments, c'est-à-dire bon, bien sûr elle a aimé tout ça, bon ça c'est très bien, mais elle m'a dit que ça lui avait donné envie. Déjà elle avait pris beaucoup de choses, super, mais que ça lui avait donné envie d'aller beaucoup plus loin et d'en savoir plus sur ces pans d'histoire dont je parle dans le roman. Et pour moi ça c'est le plus beau compliment. Pour moi ça veut dire mission accomplie. Voilà. Et c'est trouver c'est créer un récit attrayant qui soit agréable à lire, et puis que on apprenne des choses, et puis qu'on ait envie d'en savoir plus. Voilà. Bah oui, qui vous pousse à la curiosité. Absolument. Mais c'est magnifique, hein, pour quelqu'un qui a dit jeune adolescent. Alors, 13 ans, c'est un peu jeune, hein, pour ce roman-là. Bon. Mais après, j'ai aussi le retour de gens qui, un peu beaucoup plus âgés, peut-être qui ont plus de 70 ans. Dites des vieillards de 25 ans, des vieillards de 25 ans, d'accord. Et qui, forcément, ont une lecture très différente, mais qui ont aussi appris des choses, et donc ça me touche beaucoup. C'est ce que je recherche. Parce que votre roman s'inscrit ainsi, c'est-à-dire qu'il y a une première lecture, et il y a une seconde lecture, et je dirais même quelquefois il y a une troisième lecture beaucoup plus complexe, puisque vous abordez même des thèmes, je dirais de spiritualité, de philosophie profonde, etc. Bon, donc là il faudra avoir un certain âge, un certain bagage pour pouvoir mieux les saisir, ou tout simplement des bagages d'un peu d'histoire de notre pays, de toutes les vicissitudes qu'a pu subir notre pays pendant la colonisation, etc. Alors oui, mais je comprends parfaitement bien qu'une adolescente de 13 ans ou 14 ans puisse lire au premier degré ce roman et le trouve effectivement très plaisant parce qu'il y a des agents secrets, parce qu'on va en Syrie, on voyage, il y a le Hezbollah, il y a la guerre du Liban, il y a des agents secrets, il y a des clés USB qui détiennent des secrets, il y a des personnages excessivement douteux qui ressemblent aux méchants de James Bond. Mais alors ça c'est un très bon point sur les personnages qui en tout cas l'air méchants. Vous savez, on n'est jamais méchant à 100%. Il y a toujours des raisons. Et ce que j'ai... Si, moi j'en connais. Hein. Alors, j'en connais pas. Que Dieu vous en garde. Que Dieu vous en garde. Mais ce que je voulais montrer sur les personnes qui peuvent être considérées comme des méchants entre guillemets, c'est que il y a toujours des raisons, et il y a toujours
même s'ils sont très très méchants, il y a toujours peut-être une conscience. Ouais. Là, je suis peut-être naïf. Un fond d'humanité. Il y a toujours un fond d'humanité, parce que ça vient toujours d'une frustration, d'un choc, peu importe, il y a toujours une raison. Mais Hitler adorait les enfants, hein. Ouais, mais et les chiens aussi, hein. Ouais. Non, mais enfin, les bergers allemands. Hitler est devenu Hitler parce que de par son parcours. Oui, et Hitler bébé, j'en suis sûr qu'il était adorable. Ah, mais donc, voilà. S'il avait été au procès de Nuremberg, vous l'auriez acquitté, vous. Allez, vas-y, vous êtes... Non, mais franchement. Non, mais c'est vrai. Il y a toujours un cheminement, si vous voulez. Non, mais je comprends, on n'est pas méchant. On n'est pas je méchant. comprends, mais non, mais c'est bien. Oui, vous n'avez pas voulu, c'est très bien ainsi, faire de ce qu'on appelle les méchants, des méchants caricaturaux, c'est-à-dire, pratiquement, il fallait qu'il ait une balafre, qu'il soit... Non, il y a pas de ça, non. Qui torture les gens, ou qu'il les passe à la moulinette. Bon, non, mais c'est pas aussi simple que ça, d'ailleurs. Si vous voulez, mais je comprends très très bien. Walid, à un moment, fait face à des, parfois même je vais pas en dire trop, mais à des criminels de guerre, mais qui ont conscience de ce qu'ils ont fait. Ils savent et ils en sont pas fiers. Et je vous ai juste une chose qui m'a inspiré. Il y a un reporter, un journaliste britannique, qui a fait toute une série de reportages pendant des années sur les gangs dans le monde entier. Ouais. Il est parti voir des gangs dans tous les pays du monde. Et enfin dans tous les pays, dans beaucoup d'endroits. Les pays Colombie, oui, Nicaragua, l'Afrique du Sud, tout ça. Russie, absolument. Il y a les grosses mafias. Absolument. Et ce qui m'a frappé dans ces reportages qu'il a fait, c'est que dans tous les endroits dans le monde dans lesquels il est allé, voir ces gangs ultra violents, il y a une chose qui ressortait commune à tous ces gangs-là. Tous, sans exception, à la question, est-ce que vous souhaiteriez la même vie pour vos enfants? Jamais. La réponse est non. Jamais. Parce que ils ont tous conscience des atrocités qu'ils ont fait. Ils ont tous souhaitent pour leurs enfants quelque chose de bien meilleur. Et donc ils ont conscience d'être des méchants, mais ils ont conscience du mal qu'ils ont fait, de la violence qu'ils ont engendrée. Et donc l'humain, il n'est jamais totalement mauvais. Il y a toujours j'espère en tout cas un fond d'humanité. Je pense pas qu'un méchant à 100% sur tous les points, c'est pas possible. Mais ça va encore plus loin. Ce qui m'a toujours sidéré, c'est que les chefs de toutes des plus grandes mafias du monde, qui sont sanguinaires parfaits, etc. Tout ça, ce qui m'a toujours sidéré, c'est que ils voulaient absolument avoir femme et enfants. Mais de façon tout à fait normale, c'est-à-dire pas du tout vivant dans le milieu dans lequel eux vivent au quotidien. Non, c'est un monde pratiquement de bisounours qu'ils se construisent. Et je me suis toujours dit, mais le gars, il a fait les atrocités les plus, il a 120 morts sur la conscience, etc. Mais il veut pas que quand il est chez lui, dans sa maison, avec ses enfants, il veut pas que si jamais il voit un feuilleton télévisé ou de gangsters, il dit éteignez-moi ça. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas des histoires, c'est vrai. Absolument. Et il y a 2 ou 3 personnages qui sont comme ça dans votre roman. Oui, qui sont certains sont assez terribles, mais voilà, il y a un fond de conscience, il y a un fond de on sait que c'est le patron, je dirais de la famille Singh. Ouais, alors pas trop en dire, mais mais il y a certains, il y a certains personnages, certains personnages qui ont conscience de leur inhumanité. Absolument. Et ça personnellement, ça me donne foi en l'humanité de savoir que, même ceux-là, peuvent avoir encore des remords et des, J'ai vu et lu beaucoup de romans sur ce sujet. Oui, on se documente, bien sûr. Ça sort pas de nulle part. Je suis sûr que vous avez vu un film qui s'appelle Miller Crossing des frères Cohen. Ah non, je l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Il y a un moment donné absolument extraordinaire où il y a 2 gangsters qui veulent assassiner un gars et puis il fait appel vraiment du fin fond de son cœur, il fait appel à leur pitié et puis on comprend pas pourquoi. Ils disent non, tiens, on va pas le tuer. Mais c'est ça. Et alors il y a aussi autre chose que je voulais montrer à travers ces personnages-là, c'est que on est le produit d'une histoire. On n'est pas en isolation. On est le produit d'une histoire qui est longue,
Ah oui, voilà, qui est riche, qui est douloureuse, et on est le produit de ça, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'on nous transmet des choses qui sont certaines sont Ah bah conscientes, je vois pas quelqu'un qui est d'une famille aimante, qui a fait tranquillement des études, qui est bien entouré d'amis affectueux, qui a une vie somme toute, etc. Finir comme chef de gang non, à alors Tirana. Pas nécessairement, pas nécessairement, mais ce que je voulais dire là, parce que c'est que ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'on peut être issu d'une famille aimante et hériter de certains traumatismes qui sont produits de l'histoire. On a eu des traumatismes. Voilà. Mais des fois c'est pas verbal, c'est inconscient. C'est transmis de génération en génération, mais c'est complètement inconscient, mais on les a en nous parce que ce sont des choses qui n'ont pas été traitées, tout simplement. Bon, je vais demander à un ami psychanalyste de faire une ordonnance si le personnage de Walid ne nous a pas tant troublé que cela, mon cher Adib Benazi. Vous ne croyez pas c'est bien dire, parce que j'ai demandé de l'aide à des psychologues pour certains aspects où j'étais pas très sûr. Vous avez les plus grands auteurs de romans policiers, ou de romans de thriller, etc., passent 6 mois de leur vie avec les services de la crime, vont à la morgue, etc. Mais il le faut. Vous pouvez pas écrire sur la vie des bûcherons comme avec un personnage principal qui est bûcheron si vous ne passez pas 3 ou 4 mois avec des bûcherons. Absolument. Ce serait ridicule. On va faire une petite courte pause musicale si vous le voulez bien. Adib Benazi. Alors comme au début c'est une sorte de monolithe, évidemment, vous connaissez le fameux monolithe noir de film de Stanley Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace. Le seul et unique. Voilà. Donc on va écouter. Mais rappel pour nos auditrices et auditeurs, c'est vrai que 2001 Odyssée de l'espace, c'est connu par le film de Stanley Kubrick, mais avant tout, c'est un roman signé par Arthur C. Clarke. Et oui. Alors lisez le roman aussi, parce qu'il est très différent. Il y a même une suite. Il y a même une suite 2020, etc. Bon, allez, on écoute. Et c'est évidemment une musique qui s'intitule ainsi. Deuxième partie de Papier Bavard avec notre invité Adib Benazi pour son premier roman, Marée basse, et c'est paru aux éditions Dellimen, trouvible dans toutes les bonnes librairies à travers le territoire national. Alors, on va passer du Liban en Syrie, de la Syrie, je crois même, il y a des soviétiques, Damas, Alep, Moscou même. Ouais, absolument. Moscou, ensuite New Delhi. 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 New Delhi, c'est une zone c'est un quartier, Bon, Singapour, Nouméa, Boumaké, Calédonie, Moresby. Oui, ça voyage. Port-Douglas. Retour à Leipzig-Drancy, Paris. Et puis ça finit à Alger. Absolument. Il fallait bien boucler la boucle. Il fallait bien boucler la boucle. Étonnant. Mais l'Algérie reste au cœur. Enfin, on voyage beaucoup, mais l'Algérie est au cœur de tout le récit. Et Walid se la trimballe autour du cou. Quelquefois, ça le libère. Et puis, quelquefois, ça l'enserre. Mais c'est beau, ça. Je trouve ça, mais c'est parce que vous êtes un grand voyageur, vous-même? Ou vous aimez voyager dans votre tête? Alors, depuis le plus jeune âge, je voyage beaucoup. Ah, vous voyagez beaucoup? Ouais. Bon. J'ai grandi dans plusieurs pays. J'ai grandi en Algérie, en France et en Mauritanie. Et puis après, dans le cadre de mon travail, après mes études, j'ai parcouru pas mal. J'ai vécu aussi dans pas mal de pays. Ah, c'est bien. Et on rajoute à ça dans mon travail, je voyage énormément. Donc le voyage fait partie de ma vie, si vous voulez. Et pour moi, écrire un récit qui se situe dans un même pays, Adib Benazi c'est pas la peine de chercher, il n'est pas Stewart. Bon, on continue. non, je suis pas Stewart. Pas du tout. Non. Laissons ce côté de la vie privée. Ça, au cas où, des auditrices nous diraient, oui, les Stewards, ils se baladent à travers le monde. Non. Gratos. Pas du tout. C'est pour le boulot. Ouais, c'est pour le boulot. Mais du coup, le voyage a toujours fait partie de ma vie. Si vous voulez,
voulez, même avant que je quitte l'Algérie pour la première fois, j'ai commencé à voyager ici, à Alger, quand j'étais petit. Ah, vous aviez le virus du voyageur. Parce que j'ai eu la chance, si vous voulez, à l'école, ici, à Alger, et j'avais mon meilleur ami était sénégalais. Il y en avait un autre dans le groupe qui était hongrois. Et ma première amoureuse, entre guillemets, j'avais 6 ans, était tchécoslovaque. À l'époque, c'était oui, la Tchécoslovaquie. Le pays était voilà. Et si vous voulez, j'ai commencé à voyager avec eux parce que ils me parlaient de leur pays. Alors comme un gamin de 6 ans peut parler de son pays, si vous voulez, les voitures sont comme ça, le pain est comme ça, etc. Et j'étais fasciné. Donc j'ai commencé à voyager, si vous voulez. D'ailleurs, c'est la plus belle façon, quand je ne connais pas un pays, quand quelqu'un me parle, ça m'intéresse absolument pas que quand un adulte me parle de son pays. Mais par contre, s'il a un enfant, j'adore discuter avec l'enfant parce que c'est ce qui fait exactement le pays. Oui. Mais pour aller faire nos courses, il faut faire comme ça parce que le pain coûte tant. Parce que quand je demande à un adulte, il me dit oui, le pain coûte trop cher chez nous, ou je sais pas quoi, ou le taxi coûte trop cher, etc. Tout ça, alors que l'enfant, lui, il faut faire rêver le pays. Oui, il faisait rêver. Et puis moi, je leur disais, alors tout fier, je disais oui, mais vous avez pas. Nous en Algérie, on a. Alors j'avais 6 ans, 7 ans. On a des avions soviétiques, des avions de chasse soviétiques. J'étais très fier de ça. Me demandez pas pourquoi, mais j'étais très fier de ça. Voilà, on a des avions de conception soviétique. Alors j'étais content. Mais j'ai commencé à voyager avec ça et j'avais pas encore quitté l'Algérie. Donc le voyage est partie de ma vie et donc pour moi écrire un récit qui se passe dans le même endroit, ça vous enferme. C'est pas je peux pas. Donc là vous êtes imaginons que vous êtes sur un prochain roman. Oui. C'est le cas en plus. Oui, avouez, dites-le. J'avoue. Dites-le. Coupable. Vous avez fait une première bêtise, vous continuez. Absolument. Et je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Ben, j'espère bien. Ouais. Sinon moi je suis au chômage. Hein. Non, je plaisante évidemment. Donc l'appareil. Oui, non, il faut que ça bouge, il faut que ça voyage. Mais pas que dans l'espace, si vous voulez, dans le temps aussi, parce que je suis assez passionné d'histoire et je suis tombé dedans, un peu comme Astérix quand j'étais petit. C'est-à-dire que quand j'étais petit à Alger avec mon père, le jeudi matin, il y avait un petit rituel, c'est qu'on allait en ville, rue des Douches ou au centre-ville, enfin pour chiner dans les librairies. Voilà. Ah oui. Oui. Déjà vous aviez. Oui, je suis tombé dedans quand j'étais très petit. Ah d'accord, votre père déjà vous mettez dans le bain de la lecture. Il me mettait dans le bain, mais il me forçait pas. Hein. J'allais avec lui, j'étais content. Il regardait ses livres à lui, je regardais les miens. Alors quand j'étais petit, je lisais pas énormément, je lisais pas mal de bandes dessinées. Mais puis après, en grandissant, c'est bien. Aujourd'hui, mais là c'est plus que c'est lettres de noblesse la bande dessinée. Absolument, mais j'adore la bande dessinée. Je suis un grand fan. Je suis toujours un grand fan des bandes dessinées. Mais vous savez, ce sont des choses qui vous marquent. Je me rappelle, j'avais peut-être 6 ans ou 7 ans. On était c'était à Alger Centre, je crois que c'était à la librairie du Tiers-Monde, et on acheté une bande dessinée avec lui, et c'était sur la prise de Constantine en 1836. Oui, et ça m'avait, ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué parce que ça m'avait rendu quelque part fier de la résistance héroïque, mais en même temps c'est une histoire assez violente. Donc ça m'a ça a été une des prises les plus horribles. Absolument, et donc ça m'avait marqué comme j'avais peut-être 6 ans, 7 ans. Mais ce sont des lectures qui vous restent, vous savez. Et donc je suis tombé dans l'histoire avec un grand H assez jeune. Et ça m'a jamais quitté. Donc pour moi le voyage dans le temps comme ça est très important, et sachant qu'on a en Algérie, on a une histoire très riche. On a été traversé par de nombreuses, je vais pas dire civilisations, mais de nombreuses peuples, il y a eu de nombreuses conquêtes en Algérie, il y a eu de nombreux brassages. C'est quand même assez étrange que on parle pratiquement jamais. Pourtant, ça aurait resté pas que 100 ans, pas qu'un siècle, hein, mais je crois 2 ou 3 siècles. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'époque des Vandales en Algérie? Oui, absolument. Mystère et boule de billard. Ouais, les Vandales. Je dis pas mystère et boule de billard. Les chercheurs, évidemment, heureusement, nos historiens de ça. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Non, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais surtout, ce que je voulais faire, c'est que ce que les anglo-saxons font pas mal, les francophones, je te trouve à mon sens beaucoup moins, c'est avoir un récit contemporain, mais avec un lien fort à l'histoire, avec un échange comme ça. C'est pas un roman historique, hein, je fais pas de roman historique, j'en ferai peut-être un jour, mais pour l'instant c'est pas mon truc. Et je voulais que ce soit un récit contemporain, mais avec un fort ancrage avec notre histoire, que ça se lance un peu la balle sans faire des flashbacks, hein, mais que voilà, il y a un fort lien et qu'on puisse voyager dans cette dimension
de manière simple et entraînante. Non, mais c'est bien. Ben, écoutez, effectivement, parce que Walid, il est votre personnage. Il est confronté à des pans de l'histoire de l'Algérie. Ah oui, des pans importants. Alors que il n'en savait rien du tout. Hein. Non, il n'en savait rien. Il vivait dans sa bulle à New York. Non. Et tout d'un coup, boum, d'abord il est à Tamanrasset, donc dans son pays. Ouais. Et puis il voit une scène hallucinante. Ouais. Et puis après, il est embarqué par une histoire un peu folle. Par une histoire où tout d'un coup, parfois, bing, hop, apparaît des pans de l'histoire de l'Algérie. Ouais. Il se dit tiens, mais qui ont des conséquences encore aujourd'hui, mais pas qu'en Algérie. D'accord. Voilà, ailleurs dans le monde, dans un endroit qu'on ne soupçonnerait pas, et qui sont encore entretenus, si vous voulez, et qui se perpétuent, parce que ce sont des choses qui n'ont pas été réglées. Et les traumatismes ou les chocs, enfin, sont encore là, les souvenirs sont encore là plusieurs générations après, 3-4 générations après, c'est encore là, c'est encore et donc il va être face à cette histoire avec un grand H, et puis il va découvrir des pans de notre histoire dont on parle pas nécessairement beaucoup, des choses qui ont été un peu oubliées. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire en général, ce sont un peu faire du hors-piste, vous savez, voir ces histoires dont on parle assez peu. Et comme dans mes voyages, je me fais un peu du hors-piste aussi dans des endroits dont on connaît, enfin qui sont pas, dont on parle très peu. Oui, j'ai parlé des endroits classiques. Voilà. Et je vais à Athènes, je vais voir le Parthénon. Ouais, alors bon, je l'ai fait, mais allez, oui, voilà, bah, ailleurs. Bah, ça, voilà. Oui. Et dont on parle peu, des populations dont on parle peu, et des pans d'histoire dont on parle peu. Mais pourtant, ce sont des éléments qui sont importants et qui font la grande histoire ou notre monde aujourd'hui. Alors, vous saviez, peut-être que je me trompe du tout, Adib Benazzi, mais quand j'ai terminé votre roman, ouais. Voilà. Alors, toute la grande question qui revient, etc., et tout ça, l'histoire de notre pays, je veux dire, avec, bon, la structure géographique de notre pays. Hein. Ouais. Bon. Elle n'était pas, il y a 5 siècles de ça, elle n'était pas du tout comme celle d'aujourd'hui, etc., mais peu importe. Mais c'est, bon, notre histoire. Ce que je trouvais intéressant dans votre roman, peut-être que vous l'avez plus qu'effleuré, ou peut-être que vous n'en aviez pas conscience, c'est, j'ai lu très peu d'études là-dessus, c'est, bon, qu'est-ce que l'histoire de l'Algérie a fait comme a eu comme impact sur l'histoire universelle. Si vous voulez, c'est le contraire. Ouais. Hein. Et j'ai l'impression que Walid était un peu ça. C'est-à-dire, voilà, je me transporte dans différents pays, etc. C'est-à-dire, est-ce que l'histoire à un moment donné, par exemple, quand il y avait la conquête romaine en Algérie, ou la conquête vandale, ou que sais-je, etc., quel a été l'impact de ce qui se passait en Algérie, dans notre pays, par rapport à des pays, je dis pas n'importe quoi, par exemple, il était aussi sous l'Empire ottoman, l'Albanie actuelle. Oui. Bon, est-ce qu'il y a eu un impact sur l'histoire de l'Albanie? Est-ce qu'il y a eu un impact sur l'histoire là, je vous parlais du professeur mexicain. Eh ben, c'est lui qui nous a appris qu'il y avait eu un impact. Pourquoi? Parce que il y a eu des troupes françaises qui sont parties au Mexique pour défendre, comment on appelle ça, l'empereur du Mexique, parce qu'il y avait, il était marié avec la sœur de la femme de Napoléon III. On va pas rentrer dans les détails. Et il y avait toute 4 ou 5 bataillons qui venaient de Kabylie, qui étaient des sortes de zouaves, si vous voulez, hein, et qui ont fait souche là-bas, au Mexique. Et les poteries de la région du Chiapas ont repris les symboliques de la poterie kabyle. Alors donc, c'est intéressant de voir l'autre côté de la barrière. Ce dont vous parlez, c'est l'histoire, c'est tout simplement l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'histoire d'Algérie seule, il n'y a pas d'histoire de France seule, il n'y a pas d'histoire de Grande-Bretagne seule. Enfin, des populations bougent, il y a eu des mélanges, c'est ça qui est fascinant. Je veux dire, on peut pas parler d'un pays sans parler d'autres pays. On n'est pas. Il y en a qui le disent, mais ils sont pas historiens. Mais on les connaît. On n'est pas sur une planète, sur une autre planète. C'est les oraux de l'histoire, et ça commence par le même
même lettre de l'alphabet. Vous voyez de qui je veux parler. À partir du moment, mais c'est l'histoire de l'humanité. À partir du moment où les gens bougent, ils prennent racine ailleurs, ils font. Il y a des échanges. Il y a des échanges, mais ils font désormais après partie de l'histoire locale, mais ils emportent avec eux le pays d'origine, et surtout quand il y a des histoires un peu douloureuses et des traumatiques qui se rendent, voilà. Et d'un point de vue romanesque, moi personnellement je trouve ça fascinant. Il y a ça donne des histoires assez intéressantes. Ouais. Mais c'est l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Et vous savez, je disais à des amis à anglo-saxons à Londres qui ne connaissent pas l'Algérie. Je dis voilà, si vous n'avez aucune idée de l'histoire de l'Algérie, vous venez juste à Alger, et vous baladez dans la rue. Vous baladez dans la rue et vous regardez les gens. Quand on est algérien, un Algérien, à l'étranger, un autre Algérien, on peut le reconnaître, mais c'est pas au faciès, c'est à la manière de parler, à sa démarche, à sa dégaine, etc. On se reconnaît entre nous, plus ou moins. Ah, ça, c'est clair. Voilà. Mais je dis à ces amis-là, si vous venez à Alger, vous regardez les gens. Et vous verrez que notre histoire, en fait, on la porte sur nos visages. Ouais. Je vais pas tomber dans la caricature, mais personne ne se ressemble. Vous avez des roux, vous avez des blonds, vous avez des gens qui sont beaucoup plus bruns. Et en fait, on voit c'est des mélanges qu'il y a eu. Mais il y a une façon d'être, comme on dit. Hein, là, je parle du faciès. Oui, même la gestuelle. Oui. Même le physique, évidemment. Ouais, mais juste au physique, on voit quand on est étranger. Si vous venez à Alger, j'aurais dit voilà. Vous verrez, notre histoire est sur nous en fait. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous ai posé cette question à Benazi par rapport à Walid. C'est ça. C'est ce que, par exemple, je trouve qu'il y a pas assez d'études sur. Il y a eu beaucoup de conférences qui ont été organisées en Algérie, du côté de Constantine, et pas seulement à Alger, mais des dizaines de conférences. Il y a même eu presque une année Saint-Augustin, etc. et tout ça. Ouais. Mais il y a très peu d'études. Alors que Saint-Augustin, enfant du pays, que je sache. Bon, alors, même si les Tunisiens disent le contraire, mais la vision du christianisme de Saint-Augustin a-t-elle pu avoir un impact, et parce qu'elle a eu un impact excessivement important sur le christianisme romain, ben ça, il y a très peu. C'est-à-dire, comment? Parce qu'évidemment que il voyait le christianisme Saint-Augustin, et c'est clair d'une autre façon, puisqu'il était originaire d'un monde qui était le monde berbère, etc. et tout ça. Ouais. Pareil pour Apulée de Manor. C'est-à-dire que Apulée de Manor, qui va construire le premier roman pratiquement, parce qu'avant c'était pas des romans, on connaissait pas cette histoire de roman, etc. Comment Apulée de Manor a pu l'impact de Apulée de Manor sur la littérature, y compris la littérature occidentale, etc. et tout ça. On l'étudie plus dans son milieu, Apulée de Manor, voilà, il est de la région, etc. Voilà ce qu'il a écrit, tout ça. Oui, mais quel a été l'impact des romans de Apulée de Manor sur la littérature, je sais pas moi, des pays ibériques, de la France, peut-être même de l'Allemagne, j'en sais rien, du roman du Moyen Âge ou du début du Moyen Âge en Allemagne. Et ça, c'est pas étudié. C'est-à-dire que et j'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'en fin de compte, votre personnage principal, Walid, toutes les rencontres qu'il va avoir avec les personnages troupes, pas troupes, gentils, pas sympas, etc. Tout ce qu'on voudra, tout ça, il en rencontre des Syriens, des Libanais, des Indiens, qui ont tous un lien avec l'Algérie, des Australiens, des je sais pas quoi, etc. Et tout ça, chaque fois, c'est comme si il apportait avec lui et il est, parce que même si c'est pas dans le discours de votre roman, alors, il y a des discussions où lui dit voilà ce que c'est mon pays. Non, enfin il apporte avec lui, mais aussi il découvre des gens qui sont au bout du monde, mais qui ont un lien fort avec l'Algérie, et parfois qui ont un lien fort sans même le savoir. Et donc ça va dans les deux sens, si vous voulez. Lui apporte pour ce qu'il a. Vous aimez bien l'histoire des poupées russes, les poupées qui s'emboîtent les unes aux autres. J'adore. Oui, j'adore. Il y en a beaucoup dans ce roman. Oui. Vous étiez fou on ne va pas dire le nom pour pas faire de publicité, mais du jeu où il y avait des briques qui ça. Non, mais c'était plutôt le mécano. J'ai pas mal d'amis russes, donc peut-être que ça peut être joué. Pardon. Ou non, mais ça se voit que vous aimez bien la Russie. Oui, vous savez, c'est un pays fascinant. C'est un pays fascinant, mais avec lequel aussi, encore une fois, on a pas mal de points communs, en fait. Vous savez quel est le point commun au niveau de l'écriture que vous avez avec la Russie? Non. Je vais vous le dire. Ouais. Tout de suite, c'est que
80% de la littérature russe, Ouais. que ce soit Tolstoï, Dostoïevski, enfin les grands, Ouais. Gogol, et j'en passe, etc. Et tout ça, ça. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un foisonnement de personnages secondaires. Oui, c'est vrai. Oui, alors c'est un peu Avec ouais. et même il joue là-dessus. Oui, oui. Parce qu'en russe, en langue russe, c'est un peu comme chez nous. Miriam, on l'appelle Mimi, etc. Et tout ça. Il y a En beaucoup déclinaisons. russe, Il y a beaucoup déclinaisons. Ouais. Alexandre, c'est Sacha, Ouais. etc. Ouais, absolument. Et les auteurs russes adorent s'amuser. Ouais. Tout d'un coup, bon, il l'appelle Alexandre au début, puis au milieu du roman, il l'appelle Sacha. Donc à un moment donné, on se dit, mais c'est qui? C'est un autre personnage, Non, etc. c'est le et tout même, ça. ouais. C'est un peu ça, votre Oui, oui, la oui, construction de votre roman. Mais il y a peut-être que c'est ça. inconscient. Peut-être. Mais vous aimez la littérature russe? Oui, beaucoup, oui. Ah oui. bah oui, Oui, bah beaucoup. voilà, tout Mais s'explique. là encore, je suis pas très original en disant ça parce que en Algérie, de manière générale, je crois qu'on aime beaucoup la littérature russe et il y a des points communs. On a des pans d'histoire qui sont assez similaires. Ouais. On a vécu des choses similaires. On a une révolution aussi, assez douloureuse aussi. On a eu un système politique socialiste pareil, les mêmes privations. On a un côté âme slave. Oui, mais on a Une générosité, puis en oui, même temps, oui, voilà. on aime bien les Ce sont des pays qui ont été assez fermés. Très romantiques. Voilà. Ouais. Donc il y a pas mal de points communs. Oui. La première fois que je suis allé en Russie, en tout cas en ex-Union soviétique, la première fois c'était en Ukraine. J'ai commencé par l'Ukraine. Dans le cadre de mon travail, j'étais très surpris de voir que j'avais presque affaire à des Algériens en face de moi, d'un manière de penser, d'un manière de faire. Ouais. J'étais très surpris, très surpris. Oui, il y a un côté. Ouais. Mais je vais vous dire, même dans la musique, on aime bien chez nous. Ouais, possible. Non, possible, ouais. pas au niveau symphonique. Ouais. Mais au niveau des paroles. Ah oui, d'accord. Au niveau oui. des paroles. Oui, on aime bien le drame. C'est très mélodramatique. Ah oui. C'est toujours. Ouais. c'est jamais ce qui marche, c'est les chansons tristounettes. Ouais. Alors là-dessus, moi, je suis plus un optimiste par rapport aux Russes. Là-dessus, j'aime bien l'optimisme, j'aime bien rester positif. C'est important. Ouais, écoutez, c'est important. Quand vous passez une soirée avec des Russes, il y a toujours un Russe qui a une guitare. Oui, il y a du drame, vous avez remarqué, toujours. Il y a du drame, un peu de drame. Et puis tout d'un coup, les chansons, c'est pas du tout. La soirée finit dans une sorte de mélancolie, d'une tristesse. Ouais. Mais c'est comme ça. Hein. C'est toute une culture. C'est une culture profonde. C'est une Ils culture. ont ça. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais, absolument. Bon, nous aussi, on aime bien. On a un peu de ça. On a un peu de ça. Comme ça. Le côté larmoyant, on aime bien. Même dans nos feuilletons, on aime bien. Hein. Oui. C'est la fille de la grand-mère, mais qui ne savait pas que la grand-mère était la fille du etc. Ouais. C'est des histoires où on s'en sort. Alors moi, j'ai pas fait ça quand même. Hein. Non, heureusement. Bon, Non. Loin de moi l'idée de comparer Marée Basse, votre roman, à un feuilleton de bas niveau. Loin de moi. On est au bout de l'émission, mon cher Adib Benrazi. Ça a été un très très grand plaisir de parler avec vous de votre premier roman, Marée Basse, et c'est paru aux éditions Delliman. Revenez-nous vite avec un second roman. Avec grand plaisir. Il est en préparation, il est au J'ai début. commencé à travailler dessus, oui, absolument. Il est prêt. Non, il sera prêt. Il est prêt, ça y est, vous l'avez demain en librairie, chers auditeurs, c'est bon, ça y est. Le titre, allez-y. Aucun intérêt. Je sais très bien. Et de toute façon, justement, le titre Marée Basse, vous ne pouvez apprendre le pourquoi notre ami Adib Benrazi l'a choisi, c'est dans le roman, et c'est à la fin du roman, donc vous êtes obligé de vous payer les 200 et quelques pages du roman. 300 et 300 quelques. et quelques. Ouais, mais c'est agréable, non? Je sais pas, parce que moi j'ai lu en manuscrit, en tapuscrit. Ouais. Bon, et donc je ne l'ai pas encore lu dans sa forme. Ah oui, c'est vrai que vous l'avez lu en avant-première. Voilà. Donc je l'ai lu en avant-première. Donc je sais pas combien il fait de pages en. Je crois qu'il fait 330 pages. 330 pages. Là, il en fait que 167 en manuscrit. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez ramassé? Qu'est-ce qu'il y a? Votre éditeur vous a censuré? Non, pas du tout, pas du tout. Je rigole, mais non, c'est parce que c'est à la saisie. Le format, bien sûr qu'il est totalement différent. Merci mille fois Adib Benrazi. Revenez encore une fois. Vous êtes le bienvenu sur le plateau de Papier Bavard. Un grand merci. On termine avec de la musique. Alors, comme Walid, votre principal personnage, se balade à travers le monde entier, bon, m'est venue l'idée peut-être saugrenue de choisir comme musique, parce que je l'adore, celle des Can't Hit, On the Road Again. Hein. Allez, on prend son baluchon et on y va. Bon. Parfait. Allez. D'accord? Allez, excellente fin de soirée sur Alger Chaîne 3 et à la semaine prochaine, nouveau rendez-vous. Je vous rappelle, Papier Bavard, c'est tous les dimanches 22h, 23h. Merci à Aminouli à la réalisation. Bonsoir.